Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire avec GCE, Gestion Crédit Expert. Et bonjour à tous. Bonjour, on laisse une petite minute passer le temps que tout le monde arrive. N'hésitez pas si jamais il y a vous ne entendez pas bien ou si jamais vous avez des petits soucis d'image et que vous ne recevez pas très bien tout ce qu'on vous dit. Ok, parfait. Bonjour à tous, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Bonjour Jean-Michel, un grand habitué des webinaires avec nous. Euh, bonjour Ronnie. Ok, parfait. Donc, j'en déduis que tout le monde m'entend correctement et nous voit correctement, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va démarrer. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quelques petites informations par rapport à ce webinaire-là. Bien entendu, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous allez recevoir le replay par mail automatiquement cet après-midi. N'hésitez pas à utiliser du coup la fenêtre de chat comme vous êtes en train de le faire pour tout ce qui est questions, pour tout ce qui est réaction, pardon, et la colonne questions pour poser des questions. L'idée, c'est qu'en fait, on va traiter toutes les questions à la fin de la présentation. Et si par exemple vous avez des réactions par rapport à ce qu'on se dit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais les questions dans le chat remontent avec le fil, on les perd, donc je vous invite à les mettre dans la colonne questions. Et si besoin, vous pouvez voter pour les questions d'intérêt général s'il y en a qui soulèvent d'autres points auxquels vous n'avez pas pensé. Alors, aujourd'hui, on sera deux speakers pour ce webinaire. Donc rapidement, moi, je suis Frédéric Bernard, je suis brand manager chez Agicap, donc je m'occupe de l'animation des différents webinaires et de pousser notre marque au plus large en France et en Europe. Christophe, je vous laisse dire un petit mot sur vous. Très simplement, ce qui est écrit est très juste. Je suis Christophe Nobilet, le dirigeant de Gestion Crédit Expert que je vais vous présenter dans une minute. Super, ben merci Christophe en tout cas d'être là pour ce webinaire aujourd'hui. Avec plaisir. Alors aussi rapidement, qui sommes-nous côté Agicap et côté GCE? Alors Agicap, nous en fait, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie. En fait, l'idée, on va venir nous automatiser vos flux et vos remontées pour vous aider à piloter votre trésorerie plutôt que de le faire sur un fichier Excel. En fait, de manière très simple, on va venir se connecter aux banques, à vos différents comptes bancaires et faire remonter en temps réel toute l'information dans Agicap pour vous éviter toute la saisie manuelle. On va vous aider à faire des prévisions et des scénarios fiables pour justement vous projeter un maximum et prendre des décisions fondées. On peut également consolider les différents comptes bancaires si vous avez plusieurs groupes, plusieurs filiales de manière extrêmement simplifiée. Et bien entendu, on s'intègre aussi avec tous les outils de gestion de facturation pour vous aider à centraliser tous vos flux et suivre votre cash de la manière la plus efficace possible. Et bien entendu, comme on est un logiciel SaaS, c'est-à-dire en ligne, tout ce qui est collaboration, exportation des données est extrêmement intuitif. Voilà, c'est un petit mot sur Agicap. On aura le temps plus tard dans le webinaire de voir comment ça fonctionne exactement. Et je vais laisser Christophe nous parler un petit peu de GCE, ce que vous faites. Merci. Alors nous sommes plutôt une société de services à valeur ajoutée, en fait, plus exactement spécialiste de la gestion externalisée du poste client et du recouvrement de créances. Très vite, notre job, c'est d'aider les entreprises à augmenter leur trésorerie, à réduire leur risque de crédit client, de préserver leur santé financière. Et donc, on a trois solutions. Le credit management opérationnel, c'est-à-dire le conseil pour l'optimisation de la gestion et des risques clients, la gestion du poste client et l'optimisation des risques clients. Le recouvrement de créances sous mandat en France comme à l'international, qu'il s'agisse de créances auprès de professionnels, d'entreprises ou de particuliers, par voie amiable, par voie judiciaire, et puis les enquêtes sur mesure, qu'on appelle les enquêtes terrain, qui sont en fait un outil tout à fait complémentaire aux bases de données d'information financière, puisqu'on vérifie en 48 heures, en 72 heures, la solvabilité des clients pour l'ouverture de leur compte ou bien pour les procédures de recouvrement, notamment dans la charnière recouvrement par voie amiable, recouvrement par voie judiciaire. Voilà, les informations financières sur les bases donnant des informations qui datent en général de 6-8 mois. Les enquêtes sur mesure sont des informations fraîches que nous obtenons sur les entreprises ou les particuliers concernés. Voilà en deux mots.
qui nous sommes. Ok, super, très clair. Ben, merci en tout cas, vous allez pouvoir nous apporter aujourd'hui une vraie expertise et je pense répondre à beaucoup de questions que des personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent avoir sur le recouvrement et tout ce que ça implique. À ce sujet, bon bah vous l'avez bien compris, le recouvrement va être au cœur de ce webinaire. L'idée, ça va être de voir un petit peu comment on peut protéger sa trésorerie en utilisant cette méthode. On va voir donc quel est donc le coût réel d'un impayé en fait. Hein, qu'est-ce que ça implique? Vous savez de manière générale que c'est assez délicat pour toutes les sociétés la situation d'impayé. On va voir exactement tout ce que ça peut induire. Côté stratégie, on va voir un petit peu comment prévenir et gérer tous ces impayés-là. Donc bien entendu à travers le recouvrement notamment. Et l'idée voilà, c'est de garder un petit temps à la fin de la présentation pour des questions-réponses. C'est l'occasion d'en profiter. On a avec nous Christophe qui pourra répondre à toutes vos questions et interrogations que vous pouvez avoir sur le recouvrement. Alors déjà pour démarrer un petit peu avec les bases, forcément, on parle recouvrement, on parle cash, on va parler gestion de trésorerie. Pourquoi c'est important de bien gérer sa trésorerie? Je pense que vous le savez tous. Beaucoup en ont fait les frais avec le premier confinement et toutes les complexités économiques que ça a pu créer. Mais évidemment, donc pour rappel, hein, les 3 points principaux, la trésorerie, ça va vous permettre de financer votre activité, ça va vous permettre de réduire tout ce qui est financement bancaire, le coût, et puis votre dépendance aux établissements bancaires. Et bien entendu, éviter le risque de cessation de paiement. Comme on dit, cash is king. Du moment où vous avez du cash sur le compte, vous avez gardé la tête hors de l'eau. Et si ça se complique, ça peut aller très très loin. Et généralement, c'est en cascade. Voilà, donc il y a 2 positions hein, à voir en fonction d'où vous vous situez. Vous pouvez être soit en croissance, en décroissance. Il y a bien entendu une position intermédiaire où la stabilité règne, mais voilà, donc il y a beaucoup de choses en croissance qui vont vous demander de la trésorerie, donc la masse salariale qui augmente, les stocks qui augmentent, les dettes fournisseurs, etc. Donc comme l'activité augmente, il y a beaucoup de postes de dépenses qui augmentent avec, et en décroissance, ça va être la même chose en fait. Hein, votre trésorerie va être mise sous pression de la même manière, avec une rotation des stocks différents, des fournisseurs qui vont demander des règlements plus rapides, donc des relations commerciales qui se complexifie, on va dire, et puis notamment, bien entendu, le risque sur le post client avec des paiements qui arrivent en retard, voire qui n'arrivent pas du tout. Donc, vous avez potentiellement déjà fait face à ces situations qui sont pas particulièrement confortables. Donc voilà, l'intérêt de bien gérer sa trésorerie, nous on le dit, ça va être de maîtriser complètement et presque parfaitement tous les flux financiers de votre entreprise pour avoir en fait la vision la plus claire sur vos finances et de l'état de santé réel de votre entreprise. Les impayés, c'est un vrai sujet, ça a un impact énorme sur le cash disponible. Christophe, vous pouvez peut-être déjà nous éclairer un petit peu sur ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Les impayés, c'est le fléau de l'économie, hein, on le sait, on en parle sans arrêt. Il y a l'Observatoire des paiements, le name and shame, enfin tous ces dispositifs là pour faire la fête aux bons payeurs, mais surtout dénoncer les mauvais payeurs, dont l'État fait partie d'ailleurs. Ils s'en vendent pas très souvent, mais enfin, on va pas se concentrer sur le secteur public aujourd'hui. On va parler plutôt du cas général dans les relations inter-entreprises. Donc, ce que je vous ai préparé, peut-être vous pouvez, ou je peux le faire moi-même. Voilà. Ce que je vous ai préparé ici pour vous montrer, évidemment, on le sait tous, le poste client, c'est un des actifs les plus importants du bilan des entreprises. Mais ce que je voulais, c'était faire vraiment un focus sur ce que ça représente, la perte financière générée par un impayé, et qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser cette perte. Et donc, on le sait tous, la perte du chiffre d'affaires d'un encaissement qui n'arrive pas et qu'il va falloir passer en perte, c'est directement du résultat en moins, hein. C'est donc un chiffre d'affaires qui passe directement en moins du résultat. Et donc, si on prend l'exemple là, tel que présenté, d'un impayé de 100 000 euros, pour une entreprise qui ferait 8% de marge, alors peu importe, brut, net, prenez ce que vous voulez, finalement, le raisonnement est le même. 100 000 divisé par 0,08, ça fait 1 250 000
de chiffre d'affaires supplémentaire qu'il faut encaisser, parce que lui-même véhicule des risques, pour compenser la perte des 100 000 euros. Donc, les retards de paiement, c'est un problème de financement. L'impayé, c'est un risque majeur sur les équilibres financiers de l'entreprise et sur ses performances, évidemment. Donc là, bon, lister un petit peu sans hiérarchie particulière, mais les conséquences et les risques à la fois des retards de paiement et des impayés pour l'entreprise créancière, celle qui facture, donc augmentation de son besoin de financement, de son besoin de financement alternatif, bien sûr, puisqu'elle ne dispose pas de sa trésorerie comme elle le devrait, les surcoûts directs et indirects qui sont nécessaires pour le recouvrement des factures jusqu'à leur encaissement, y compris le recours éventuel à un professionnel, les investissements qui sont repoussés, empêchés, ou des opportunités qui sont manquées. On perd du temps, en fait, on perd de la vélocité dans les affaires, et c'est, comme on le sait, très mauvais. On perd des chances de continuité normale d'exploitation, finalement, c'est un peu ça dont on est en train de parler. Et comme évoqué à l'instant, on dégrade l'équilibre financier de son activité. On prend le risque d'une baisse de notation Banque de France et aussi d'un préjudice d'image. Et je vous passe les débiteurs qui sont capables, y compris, de se vanter du fait qu'ils peuvent vous acheter des services sans jamais vous payer les factures, et tout ça sur les forums Internet, ce qui est évidemment très très mauvais pour l'image. Donc ça, c'est vraiment pour mettre le doigt sur le problème. Au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des entreprises, il y a un cabinet d'audit et de conseil à Paris qui s'appelle le cabinet Bergel, qui a mené une étude pour le syndicat, le premier syndicat français du recouvrement, le SAR, et qui dit que le coût réel de l'impayé, tout compris, hein, c'est-à-dire en prenant en compte tous les impacts qu'on a vus précédemment, le coût réel de l'impayé en B2B, c'est-à-dire avec des clients professionnels, serait de 600 à 1000 euros par facture, et en B2C, avec des clients particuliers, de 30 à 40 euros par facture impayée. Donc, vous voyez qu'on est loin, y compris des dispositions réglementaires, de la fameuse indemnité forfaitaire de 40 euros de retard, de 40 euros d'indemnité forfaitaire par facture en retard qui est due par un professionnel à son fournisseur professionnel, parce que c'est 600 à 1000 euros dans ce cas-là, le vrai coût. Et évidemment, en matière civile, c'est zéro, hein, puisque les frais de recouvrement sur les particuliers sont interdits, hormis les intérêts de retard et la clause pénale. Mais enfin, c'est 30 à 40 euros. La vérité, c'est que quel que soit le montant de la facture impayée, hein, même une facture de 10 ou 15 euros, son montant moyen, son coût moyen, c'est 30 à 40 euros en B2C et 600 à 1000 euros en B2B. C'est colossal. Au niveau macro, j'ai repris des chiffres que certainement vous connaissez tous déjà, mais qui sont toujours assez édifiants. 56 milliards passés en perte dans les bilans des entreprises françaises chaque année, c'est environ 2% du PIB. C'est la COFAS qui le précisait parmi toutes les sources disponibles. Évidemment, avant Covid, hein, je ne me situe pas avec les impacts du Covid parce que bon, ça va être une autre situation. En régime de croisière, toujours avant Covid, on a à peu près 20 000 entreprises chaque année qui déposent le bilan à cause de leurs problèmes d'impayés. Hein, c'est un quart des faillites, entre un tiers et un quart des faillites. C'est colossal. Et les conséquences de ça, c'est 30 à 50 000 emplois détruits ou empêchés, 15 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés qui ne sont pas collectés, et pareil, 10 milliards de TVA environ qui ne sont pas collectés par l'État. Donc le manque à gagner, il est évident. L'impact économique et social de l'impayé est énorme. Et enfin, toujours au niveau macro, si les délais de paiement étaient respectés, bah, ça serait 16 milliards d'euros supplémentaires dans la trésorerie des entreprises françaises, toujours selon le même cabinet à Bergel. 12 milliards pour les TPE-PME, qui sont celles qui ont le plus de difficultés à accéder au crédit bancaire, et 4 milliards pour les ETI et grands comptes, qui n'ont pas vraiment de difficultés d'accès au crédit bancaire, mais enfin qui ont toujours des pressions souvent des pressions sur la trésorerie. Voilà les conséquences, vraiment en très raccourci, les conséquences et le coût réel de l'impayé selon les diverses sources des professionnels du domaine. Alors, comment bien gérer le poste client pour préserver votre trésorerie? Bah, il y a quelques règles à respecter.
D'abord, récolter tous les bons renseignements sur vos clients. Alors ça paraît évident, mais on le voit bien dans notre activité, pas toujours le cas, voire assez fréquemment pas le cas. Euh, Soigner la rédaction de toute la documentation contractuelle depuis les conditions générales de vente jusqu'aux factures elles-mêmes, donc en passant par le bon de commande, le bon de livraison ou le bon d'intervention s'il s'agit de prestations de services. La qualité des factures n'est pas toujours au rendez-vous, c'est aussi un problème, une source de litige en tout cas. Il faut impliquer et sensibiliser les équipes. Toutes les équipes d'une entreprise doivent être sensibilisées à la culture cash. C'est hyper important. Souvent, les commerciaux sont incentivés sur le chiffre d'affaires, facturés ou sur les bons de commande. Il faudrait penser à les incentiver sur le chiffre d'affaires encaissé ou mettre en place un bonus-malus en fonction des encaissements parce que le chiffre d'affaires, tant qu'il n'est pas encaissé, c'est virtuel. Hein, c'est une bonne intention, mais c'est pas cash is king, comme ça vous a été dit tout à l'heure. Et puis, il faut aussi impliquer les équipes livraison, par exemple, qui doivent faire absolument signer les bons de livraison. Parce que si on a un contrat qui n'a pas été signé, bah, au moins on se rattrape avec le bon de livraison. Bref, développer la culture cash, c'est absolument essentiel. Veiller à la qualité des factures, je l'ai dit, ça permet notamment de gérer les litiges très rapidement. Alors, dans tous les cas, il faut gérer les litiges rapidement, avoir des contacts réguliers avec les clients pour comprendre leurs doutes, leurs questions, leurs insatisfactions ou éventuellement leurs contestations et pouvoir les résoudre. Et puis, avoir une politique de relance client et de recouvrement de vos créances de manière vraiment systématique et appropriée à la particularité de vos activités, donc sur mesure. Ça aussi, c'est très important. Les outils sont d'une aide précieuse, mais les outils ne font pas tout. Il faut vraiment paramétrer les outils et puis ne pas oublier que on est au cœur de la relation client quand tu fais du recouvrement de créances. C'est peut-être la dernière étape, mais c'est une étape importante dans laquelle on peut reconquérir y compris certains clients difficiles ou pas forcément satisfaits, ou les perdre définitivement, mais enfin, c'est une étape clé de la relation client. Voilà. Et l'idée, bah, là, c'est de vous donner aussi quelques billes sur ce que doivent être les ingrédients clés d'une stratégie de recouvrement efficace. Donc, bon, il y a quelques étapes clés à observer. D'abord, vérifier que la créance est bien certaine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contestée, qu'il n'y a pas de litige, qu'elle est bien liquide, donc elle a un équivalent monétaire, hein, en euros ou en dollars, ou peu importe la monnaie, et exigible, c'est-à-dire qu'effectivement, la facture est bien due, l'échéance est bien atteinte ou dépassée. Et puis, voilà, nous, on privilégie évidemment toujours la voie amiable en première intention, et 85% des cas de recouvrement de créances qui nous sont confiés sous mandat sont d'ailleurs résolus par voie amiable. Donc, il faut envisager que c'est effectivement un dispositif systématique avec des relances planifiées, enfin programmées, voilà, cohérentes entre elles, rythmées dans le temps, avec un principe d'escalade pour que le débiteur se dise ah oui, alors effectivement les choses s'accélèrent, ah bah oui, effectivement ça se corse, et que ce soit des contacts par téléphone, par courrier, par mail, par SMS ou même par les visites terrain ou les visites domiciliaires, il faut que le débiteur se sente dans une espèce de mécanique dont la seule sortie est le règlement de la facture qui est due. Et puis malheureusement, si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à utiliser la voie judiciaire. Alors, elle n'est pas toujours justifiée sur le plan économique, pas toujours justifiée sur le plan technique. Il faut vraiment choisir la bonne procédure selon le montant, la nature, l'ancienneté de l'impayé et si le débiteur est solvable. Donc c'est très important de savoir, avant de lancer une procédure judiciaire et d'encourir des frais supplémentaires, notamment les frais de la procédure en l'occurrence, ou des aides des professionnels que l'on sollicite, qu'on va obtenir un jugement favorable peut-être au tribunal, mais si le débiteur n'est pas solvable, on ne pourra pas faire exécuter le jugement, et donc ça sera très joli pour la décoration, mais à part ça, on ne sera pas avancé. Donc il vaut mieux pas de procédure qu'une procédure qui serait favorable, mais avec un débiteur insolvable, ou déjà en procédure collective, par exemple, ou en situation de très grande difficulté.
qui ne permettrait pas de faire exécuter le titre. Exécution forcée, c'est faire exécuter effectivement le jugement favorable une fois qu'il a été obtenu devant le tribunal compétent. Si la créance est irrécouvrable, le certificat d'irrécouvrabilité, notamment celui fourni par un tiers comme nous par exemple, professionnel du recouvrement de créance, permet de documenter proprement le passage en perte. Donc l'expert comptable ou éventuellement le commissaire aux comptes seront très contents d'avoir ce document pour effectivement accepter le passage en perte. Et puis, vous avez, après l'émission du certificat d'irrécouvrabilité, 2 ans pour récupérer la TVA si effectivement vous avez déclaré la TVA au moment de la facturation. Si vous êtes sur le régime de la TVA sur encaissement, vous êtes tranquille, pas besoin de récupérer la TVA puisque vous n'avez malheureusement rien encaissé. Voilà, donc externaliser le recouvrement de créances, posez-vous effectivement un certain nombre de questions. Est-ce que vous devez externaliser le recouvrement de créances ou pas? Déjà, regardez votre DSO. Si votre délai de règlement moyen de vos factures constatées est supérieur à la moyenne de ce qui existe dans votre secteur, vous avez probablement des progrès à faire. Et vous avez aussi une opportunité pour récupérer du cash plus rapidement et donc disposer d'une trésorerie plus copieuse. Il y a un autre sujet qui est absolument indispensable à considérer aussi, c'est le mix organisationnel. C'est-à-dire que si vous avez des manques sur tout ou partie des 3 ingrédients clés classiques de l'organisation, c'est-à-dire pas les compétences, pas les ressources, ou bien pas les outils, ou bien des processus qui sont peu clairs ou même inexistants, alors vous avez effectivement un processus de relance, recouvrement de vos factures qui n'est pas forcément très robuste, sauf si vous avez la chance d'avoir des clients qui payent à l'heure, donc ça c'est très bien, mais sinon, effectivement, ça peut être un indicateur ou un indice pour prendre la décision d'externaliser. Et si c'est le cas, eh bien, voici ici la liste des critères qu'il vous faut probablement considérer pour faire le choix du bon partenaire pour le recouvrement de vos créances. Donc, évidemment, c'est des questions d'éthique et de déontologie, parce que, comme je le disais il y a quelques minutes, le recouvrement de créances, c'est une des étapes clés de la relation client, et vous ne voulez pas évidemment altérer votre image, endommager votre image auprès de vos clients. L'essentiel d'entre eux ont peut-être simplement du retard ou font face à des difficultés, et il s'agit de gérer le recouvrement de manière humaine, ferme et efficace, mais de préserver aussi votre relation commerciale. Il faut une vraie expertise, c'est un métier, donc voilà, nous, dans notre cas, on a essentiellement des juristes chargés de recouvrement qui sont affûtés pour tout ce qui est évidemment négociation. Il faut de la transparence parce qu'à partir du moment où vous confiez cet actif à un tiers, il faut que vous puissiez le piloter dans la durée. Donc, il faut que vous sachiez exactement qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a été payé partiellement, quel est le solde, quand est-ce que le solde sera payé, enfin, bon, etc., etc. Et donc, il y a des outils pour ça. Nous, on a un outil qui donne accès à nos clients une visibilité totale sur tous les dossiers confiés. Un service personnalisé sur mesure parce que le digital est au service des équipes, les outils sont au service des hommes et ne peuvent pas du tout remplacer l'intervention humaine. Ils peuvent aider à la décision, aider à la gestion, faciliter le pilotage, mais il y a une partie tout à fait personnelle, encore une fois, hein, je le rappelle, on est dans le cadre d'une relation client, et dans la relation client, il est toujours préférable d'avoir un contact direct entre vendeurs et acheteurs, entre équipe qui se charge du recouvrement de la créance et le client qui est devenu débiteur. Des processus robustes et des certifications, par exemple, nous avons la certification ISO 9001, tous les processus sont décrits, suivis, documentés, évoluent avec le temps dans le cadre d'une politique d'amélioration continue. La RGPD est aussi un sujet absolument central et de plus en plus, parce que confiant vos créances, vous confiez aussi des traitements dont vous êtes responsable concernant les données personnelles de vos clients, donc il faut être très vigilant sur ce sujet.
une couverture nationale pour aller chercher les sous qui vous sont dus, où que soit basé votre débiteur, quelle que soit la région de France ou bien quelle que soit la région du monde. Et puis des honoraires au succès, comme ça vous avez évidemment un alignement d'intérêts entre votre impayé qui va devenir votre futur encaissement et la motivation de votre partenaire pour encaisser les mêmes sommes. Donc n'oublions pas aussi que plus le prix est bas et moins il y a d'intervention humaine dans les honoraires au succès. Hein. Plus le prix est bas, plus les honoraires au succès sont bas, plus le taux est bas, et plus l'automatisation va être prédominante, voire exclusivement utilisée pour des relances qui, du coup, n'ont pas une valeur ajoutée énorme, supplémentaire en tout cas par rapport à ce que vous pouvez faire par vous-même. Donc, il vaut mieux récupérer, par exemple, 80 ou 85% de quelque chose qui va être recouvré grâce à l'intervention de professionnels qualifiés, plutôt que 95% ou 98% de rien du tout. C'est une façon assez simpliste, certes, mais je pense très claire de donner un exemple sur le sujet. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas ce que j'avais préparé pour vous donner quelques indices et quelques repères sur le sujet du recouvrement des impayés. Vendre, c'est bien. Se faire payer, c'est mieux, mais c'est même complètement indispensable pour disposer de votre trésorerie. Donc, une stratégie de recouvrement de créances, elle va forcément de pair avec une stratégie de commercialisation. Donc, si vous vendez et si vous vendez de plus en plus, il faut à la fois surveiller vos clients, qualifier vos clients en amont, mais aussi anticiper le fait que vos clients ne vous paieront pas forcément toujours dans les délais, voire ne vous paieront pas toujours ce qu'ils vous doivent. Et donc, il faut absolument s'organiser en face de ces risques et de ces problèmes éventuels. Voilà pour moi, je pense que j'ai fait le tour des points clés. Bon, évidemment, on pourrait en discuter plusieurs heures, hein, parce que c'est un sujet tout à fait passionnant et central pour la vie des entreprises et leur santé financière. Super, mais merci beaucoup Christophe. C'est en effet hyper clair, mais moi j'apprends des choses encore sur le recouvrement. En tout cas, non, mais là où moi je peux encore appuyer une fois de plus là-dessus, je pense qu'on le répète tous les jours ici, c'est la culture cash et que, comme vous dites, tant que c'est pas sur le compte bancaire, c'est comme si c'était rien passé. Donc voilà. Il y a plusieurs moyens, comme vient comme vient de les lister Christophe, pour vous protéger face à ça. Mais en tout cas, voilà, pensez bien au cash disponible surtout chez vous. De mon côté, je voulais juste faire un petit point assez rapide parce que je pense qu'on a déjà vu beaucoup de points avec Christophe. Moi, c'était parler plutôt trésorerie, en fait, parler anticipation. Pourquoi anticipation? Parce qu'au final, vous allez forcément avoir un moment où vous allez constater que vous allez être dans une situation commerciale un peu glissante avec un impayé ou autre. Et l'idée, c'est de voir comment vous pouvez vous projeter en fait et comment imager un petit peu ces choses-là. Donc, je viens de passer sur Agicap. Voilà, donc l'idée là, on est sur le dashboard Agicap. Vous avez en haut à gauche votre trésorerie disponible, donc tous vos flux bancaires et vos soldes bancaires qui remontent à un seul endroit. Et vous avez ici votre graphique avec en bleu votre courbe de trésor, la temporalité, vous voyez que ça va de janvier à décembre 2021. Et on a vos encaissements en vert, vos décaissements en rouge et les encaissements et vos objectifs d'encaissement, décaissement, votre prévisionnel de trésorerie finalement sur les mois qui viennent. Alors voilà, on va avoir en dessous toutes vos familles, en fait, vos catégories, que ce soit encaissement ou décaissement. L'idée en fait ici, ça serait donc ce que je vous montre là sur Agicap. Je vous invite, si bien entendu vous n'avez pas encore ou vous n'utilisez pas Agicap, vous pouvez faire ça avec votre fichier Excel hein, en projetant des graphiques, etc. L'idée, elle est plutôt dans la finalité, mais voilà, en fait, ce qu'on suggère nous très régulièrement même, c'est de faire des scénarios en fait, de constamment challenger votre prévisionnel de trésorerie pour venir y intégrer les différents mouvements que vous pouvez avoir, notamment avec des décalages de paiement ou des impayés, etc. Donc typiquement, ce qu'on peut faire, c'est on va créer un premier scénario qui va être scénario d'impayé. Hop. Donc là, nous, dans notre scénario d'impayé, on va imaginer que au mois de juin, on a un client assez important sur nos 160 000 euros
de chiffre d'affaires, qui représente, allez, on va dire 50K, décide de pas nous payer. Donc là, je projette, c'est pas du tout fait. Et pour le moment, admettons qu'on a un contrat qui est signé, etc. Tout va bien. Mais si ce client, qui est quand même assez conséquent par rapport à mon chiffre global, décide de ne pas payer, ça va représenter un petit gap. Donc là, déjà, on peut comparer tout simplement avec notre scénario initial et voir déjà l'impact sur la trésorerie. Donc forcément, là, on est sur un impact assez tout relatif, dans le sens où finalement on a une trésorerie qui est assez saine sur cet exemple-là, et ça va pas nous coincer tant que ça. Mais si on peut toujours, bien entendu, pousser ça un peu plus fort et dire qu'en fait, à la base, c'est un client qui représente 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, c'est plus que clé, c'est presque un peu dangereux même. Mais voilà, ce client-là, hop, un impayé de ce client-là, ça commence à mettre vraiment en danger notre trésorerie. Donc là, en fait, on va avoir notre scénario initial où tout va bien. On va avoir notre scénario, on va dire, plus complexe où on a notre client numéro 1 qui décide de ne pas payer, ou enfin qui peut-être malgré sa situation financière, excusez-moi, ne peut pas payer en fait. Si lui il est lui-même en cessation de paiement ou dans une santé financière un peu limite, voilà, et on va pouvoir tout simplement venir se faire un petit troisième scénario où on va recouvrer cette facture. Donc en fait, on va prendre notre scénario principal comme base et ah non, excusez-moi, hop. Tac, donc l'idée là, nous, c'est qu'avec AGCAP, c'est assez facile de jouer avec les scénarios. Sur Excel, ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps. On va prendre du coup l'impayé comme base. On va se dire, ok, finalement, donc on n'a pas payé, on se retrouve dans cette situation-là. Si je recouvre mes 100K de chiffre d'affaires, ça va arriver, on va dire, admettons, un mois plus tard, et en fait, on va pouvoir le rattraper ici. Donc, évidemment, il y a des frais, donc on va les appliquer, on va dire 15% à peu près de commission. Donc, ça fait plus que 75, voire même si on arrondit à 20. Tac. Donc, en fait, on va pouvoir venir les rajouter ici. Donc, ça va faire, hop, 244 chiffres d'affaires, et on va voir que finalement, ça se rattrape. Donc, si on superpose nos différents scénarios, vous allez voir que, en fait, déjà là, juste sur un seul client qui décide de pas payer, ce que ça peut impliquer. Donc là, une fois de plus, on a une trésorerie saine. C'est pas forcément le cas de tout le monde en ce moment. Mais typiquement, voilà, vous pouvez vous projeter. L'idée de ces scénarios-là, là, on peut voir qu'en fait, il y a vraiment trois formes de courbes de trésorerie différentes, avec les trois une finalité plutôt saine. Mais si votre chiffre d'affaires prévisionnel n'est pas aussi bon que sur cet exemple-là, ça peut induire beaucoup de complications. Voilà, donc ça c'est un exemple type. Nous, côté Agicap, vraiment ce qu'on suggère, c'est de challenger constamment votre prévisionnel. Donc déjà, si vous nous écoutez aujourd'hui, potentiellement, vous avez déjà des enjeux de trésorerie, vous avez conscience qu'il faut la piloter de la manière la plus fine possible. Voilà, nous vraiment l'idée, ça va être de transformer votre pilotage de trésorerie en outil de décision. C'est vraiment ça, vous devez connaître, maîtriser la santé financière pour décider ou non de dire ok, là il y a un gros risque, il faut que je fasse appel au recouvrement, etc. Donc là c'est un cas de figure, il y en a énormément, tous aussi différents les uns des autres, mais voilà, l'idée là ça va être de vous projeter au maximum, de prendre des décisions les plus fondées possibles en vous appuyant sur la donnée que vous pouvez avoir côté cash finalement, et qu'est-ce qu'il advient de votre cash disponible. Voilà. Alors pour revenir à la présentation, rapidement, avant de traiter toutes vos questions, je voulais juste vous parler très rapidement de Cash is King, qui est une communauté qu'on a mis en place côté Agicap, qui est en fait une communauté d'entrepreneurs, dirigeants, de responsables financiers, gratuite évidemment, sans aucun démarchage commercial, sur laquelle vous pouvez échanger sur des différentes problématiques que vous pouvez avoir, donc notamment sur des questions de recouvrement, peut-être prendre des retours d'expérience de personnes qui l'ont déjà fait. Voilà, donc c'est libre, et partez du principe que si vous avez un problème, il y a peut-être quelqu'un ailleurs en France qui a déjà eu le même problème et qui pourra vous guider. Et deuxième point, c'est la Cash Academy. Voilà, nous on a mis côté Agicap
on a créé une formation en gestion de trésorerie qui est dédiée aux dirigeants et aux équipes financières qui sont plongés dans l'opérationnel. Et ça va vous aider en fait à travers plusieurs modules où on va traiter chaque brique de la gestion de trésorerie, de prendre un petit peu plus en main ces différentes méthodes à travers des vidéos, des fiches pratiques, etc., des conseils d'experts qui ont coécrit des épisodes avec nous, voilà, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur tout ce qui est gestion de trésorerie et bien entendu vous aider à prendre ça en main de la manière la plus rigoureuse possible. Les questions. Alors, je sais que c'était extrêmement clair ce que Christophe a dit, mais j'imagine que vous avez peut-être des interrogations vis-à-vis de votre cas de figure, de là où vous en êtes aujourd'hui, si vous êtes peut-être dans une situation où vous faites face à un impayé d'un client, etc. Voilà, c'est le moment. Moi, je vous suggère de vider votre sac. Profitez-en, parlez-en à Christophe qui, je pense, peut vous répondre avec une expertise assez pointue et vous guider dans la prise de décision. Voilà, donc en attendant que chacun réfléchisse à ces questions, moi j'ai une question pour vous, Christophe. À quel moment, enfin je me mets dans la peau de quelqu'un qui a une trésorerie un petit peu sous tension, à quel moment on décide de passer à l'étape du recouvrement au-delà de l'amiable? Parce que j'imagine qu'on a tous déjà essayé de faire partir des mails, d'appeler, etc. On peut être dans des situations où on est un peu bloqué. À quel moment on peut dire que c'est le bon moment d'avoir le déclic? En fait, deux recommandations. Première, un vrai client, c'est un client qui paye ses factures à l'heure. Donc, donc, je dis ça, c'est une vérité de la palisse, hein, bien sûr, mais tous les clients qui ne vous payent pas à l'heure sont déjà pas de très bons clients. Et tous ceux qui vous font miroiter qu'ils vont vous payer plus tard sont pour le moins des filous, éventuellement plus. Euh, donc, pourquoi je vous dis ça? C'est le deuxième élément de réponse. Il ne faut pas attendre trop. C'est-à-dire qu'une fois que le délai est dépassé déjà de 10 jours, de 15 jours, de 30 jours, de 60 jours, c'est déjà largement le moment d'envisager un recours à l'aide d'un professionnel parce que le recouvrement, c'est un métier et parce que ce n'est pas forcément le cœur de vos préoccupations courantes et vous avez plein d'autres choses à faire. Donc, pensez que le responsable commercial ou le responsable des livraisons qui va refaire une tournée, qui va y repasser, va peut-être obtenir une solution et un accord ou un règlement, alors même que ça fait déjà plusieurs relances et que vous avez faites et qu'il ne s'est rien passé. C'est pas très bon signe. Et les créances, les impayés vieillissent très mal. Hein. C'est l'inverse du bon vin. Plus on attend et malheureusement, plus la probabilité de recouvrement descend. Et elle descend de manière vertigineuse, cette probabilité de recouvrement. C'est-à-dire, je crois qu'on a une stat, les impayés qui ont moins d'un an de retard ont une probabilité de recouvrement de 80 ou 75%. Et dès qu'on passe l'année de retard, on tombe à même pas 20%, même pas 15%. Hein, donc, et dans l'année de retard, bon, finalement, ça se détériore assez vite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une courbe un peu en plateau comme ça, avec une probabilité qui diminue petit à petit, puis d'un coup, bim, ça descend vraiment des marches d'escalier. Donc, premier conseil, n'attendez pas. Un retard, c'est un retard. Et il ne faut pas considérer un retard comme étant inadmissible parce qu'il a 60 ou 90 jours. Un retard, c'est un retard à partir du premier jour de retard. Et donc, voilà. Et un vrai client, c'est un client qui vous paye ce qu'il vous doit à l'heure. Donc, après, ça dépend évidemment de votre stratégie dans la relation globale avec vos clients. Mais globalement, après, allez, disons un mois et demi de relance, 2 mois maximum de relance infructueuse chez vous après l'échéance, faites quelque chose de différent, montrez à votre client débiteur que vous avez pris une décision et que vous avez vraiment décidé de vous faire aider pour accélérer les choses. Ok. Et mais du coup, alors à partir du moment où on prend la décision, il y a un délai peut-être de mise en place, je sais pas. Alors, nous, pour nous, le délai de mise en place, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit le dossier, toutes les pièces, on lance le processus de recouvrement immédiatement.
Donc, disons, dans la semaine qui suit la transmission du dossier à nos services, le débiteur va recevoir une mise en demeure et puis on va commencer les relances par téléphone, par tous les moyens dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à obtenir le paiement. Alors, il se trouve que parfois, c'est très énervant parce que pendant 2 mois, vous avez fait des tentatives, vous n'avez réussi à rien, vous nous transmettez le dossier, on envoie la mise en demeure et pif, c'est payé. Bon, ben ça, c'est aussi, heureusement pour nous, ça fait partie des cas sympas parce que assez facile. Et comme on est payé au succès, on est content d'avoir un succès rapide. Euh, mais ça paye aussi pour tous les cas difficiles où on va devoir nous-mêmes faire des diligences pendant des semaines et pendant des mois, c'est-à-dire aussi finalement avoir des coûts de gestion sans aucune espèce de résultat, et pour un résultat qui va arriver plus tardivement et qui aura été beaucoup plus difficile à obtenir. Donc, il n'y a pas vraiment de délai parce que en fait, la vitesse à laquelle on peut effectivement recouvrer dépend de la nature du dossier et de la solvabilité du débiteur, et puis finalement aussi de notre capacité à établir très vite un contact avec lui et à le convaincre que c'est mieux pour lui de payer ce qu'il vous doit tout de suite. Ok, ça marche, hyper clair. Petite question de Manon. Quelles sont vos méthodes pour faire comprendre aux clients qu'il vaut mieux trouver une solution à l'amiable de manière à mettre en mouvement les clients qui ne payent pas sans aller jusqu'au recouvrement? Alors, d'abord, d'abord, on a pour nous notre réputation, un cabinet de recouvrement de créances. On n'aime pas l'avoir sur le dos, c'est vrai de tout le monde. Moi-même, quand je reçois des relances, ça m'arrive de cabinet de recouvrement confrères, j'aime pas ça. C'est-à-dire que c'est un problème potentiel que j'ai, c'est un risque que j'ai et que je ne veux pas courir. Donc, en général, c'est sur le dessus de ma pile. Ça fait partie des priorités que je vais gérer assez rapidement. Donc, la première des méthodes, c'est pas vraiment une méthode, mais c'est notre enseigne en fait, c'est notre image. Hein. On recouvre des créances sous l'enseigne France Créances. Quand le débiteur reçoit une mise en demeure à l'enseigne France Créances, il n'aime pas et une partie d'entre eux vont déjà vouloir s'en débarrasser rapidement en payant. Après, on va utiliser dans les méthodes à proprement parler, on va utiliser c'est la négociation. Donc on va utiliser à l'amiable des éléments de pédagogie, finalement, d'explication auprès du débiteur pour lui démontrer que son intérêt, c'est de payer tout de suite et pour éviter des désagréments supplémentaires futurs. Ce que le débiteur ne veut pas, c'est une procédure judiciaire et d'en supporter éventuellement les conséquences, puisque si on le fait condamner devant un tribunal, non seulement il faudra qu'il vous paye ce qu'il vous doit, plus les intérêts de retard, plus la clause pénale éventuelle si vous en avez dans votre contrat, et je vous le conseille, plus l'indemnité forfaitaire, plus des indemnités complémentaires. Devant les tribunaux, on appelle ça aussi de l'article 700, c'est-à-dire qu'en fait, on va saler, on va faire accepter par le tribunal d'augmenter la somme qui va vous être finalement payée par votre débiteur pour qu'il supporte, notamment en grande partie, si possible, les coûts, nos propres coûts de recouvrement que vous nous aurez autorisés et dont vous nous serez vous-même redevable. Donc, mais ça, on ne peut le faire que par voie judiciaire. Donc, quand on explique au débiteur qu'il s'expose finalement à tout un tas de risques et de désagréments et de surcoûts lui-même s'il ne paye pas rapidement tout ce qu'il doit, et que globalement, plus le temps passe et plus ça va lui coûter cher, là, clairement, on est exactement dans notre métier, c'est-à-dire qu'on utilise des arguments de la procédure sans lancer la procédure, et quelque part, c'est un peu ça le cœur de la méthode. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. On vous entend pas, votre micro est coupé. Ah, quel débutant, pardon. Du coup, je disais, si Manon, ça répond à votre question, n'hésitez pas à nous le dire ou si vous avez besoin de précision. En attendant, on a question de Daniel. À partir de quel montant minimum de créance peut-on externaliser nos impayés? Il n'y a pas de montant. Enfin, pour nous, en tout cas, il n'y a pas de montant. Je sais que certains confrères imposent des montants minimums, mais pour nous, il n'y a pas de montant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le choix du recouvrement de créances n'est pas qu'un choix économique. Vous pouvez aussi très bien imaginer que le recouvrement vous coûte plus qu'il ne vous rapporte en encaissement.
Alors, avec un système d'honoraires au succès, comme c'est un pourcentage sur les encaissements, il y a fort peu de chances que ce soit le cas. Mais admettons même que ce soit le cas, par exemple, sur une procédure judiciaire qu'on déciderait ensemble de faire sur un dossier d'un relativement faible montant et pour lequel les coûts de la procédure judiciaire dépasseraient très probablement le montant dû par votre débiteur. Pourquoi faire un choix qui est économiquement a priori pas rentable? Pour éduquer votre marché. C'est-à-dire que à l'époque, enfin maintenant, avec tout ce qui se dit sur les forums, ce que vous voulez pas, c'est avoir des clients qui se vantent de vous commander, de vous acheter, mais de ne jamais vous payer. Et donc, il faut absolument bloquer cette possibilité. Et très souvent, en fait, le recouvrement par voie amiable, mais surtout par voie judiciaire, peut coûter plus cher si la créance est trop petite, mais avoir cette vertu et cette valeur ajoutée d'éduquer le marché. Alors évidemment, on va pas vous encourager à faire une procédure si les frais à débourser sont finalement supérieurs à la probabilité d'encaissement en valeur. Bon, voilà, je m'éloigne un petit peu de votre stricte question, mais pas de montant minimum pour le recouvrement de créances et toujours bien réfléchir au fait que quand on fait du recouvrement de créances, on fait deux choses. On encaisse son cash et on éduque son marché. Et d'ailleurs, on a une question de Jean-Michel par rapport au coût. Existe-t-il une assurance qui prendrait le coût d'intervention des entreprises de recouvrement? Alors, il y a des assurances, ça s'appelle les assurances crédit. Les assurances crédit, comme une police d'assurance classique pour tous les autres risques, vous couvrent pour les risques de crédit client. Et donc, c'est une façon d'assurer votre risque client. Et comme pour toutes les polices d'assurance, vous payez une prime annuelle en fonction de votre risque. Donc, la prime est dimensionnée par l'assureur en fonction de ce qu'il estime être votre risque. Et quand vous avez un impayé, vous avez X semaines, X mois pour déclarer le sinistre et vous faire rembourser par l'assurance crédit. Si effectivement vous déclarez le sinistre, l'assureur vous rembourse aux conditions prévues par votre contrat d'assurance. Hein, c'est rarement 100% du montant de la facture. En fait, la vérité, c'est que c'est jamais 100% du montant de la facture. C'est toujours un montant amoindri du montant initial de votre facture. Pourquoi? Parce que lui-même va devenir finalement propriétaire de cette facture une fois qu'il vous a indemnisé et faire le travail de recouvrement, soit lui-même, soit en nous sous-traitant. On a parmi nos clients nombre d'assureurs crédit qui nous utilisent pour faire ce travail. Donc, effectivement, l'assurance crédit, c'est une bonne solution. Attention, toutes les factures clients ne sont pas assurables. Un certain nombre d'assurances vont vous dire on assure une certaine partie de votre poste client, mais pas la totalité. Voilà pourquoi. Troisièmement, le calcul des primes d'assurance, c'est pas forcément toujours très facile à comprendre ou toujours très transparent pour vous. Et vous pouvez être finalement amené à payer très cher des polices d'assurance pour une couverture qui est relativement faible. Donc faites-vous aider. Il y a des courtiers en assurance crédit, j'en connais plein, qui sont très bien et qui jouent ce vrai rôle de conseil pour vous aider à obtenir les meilleures polices d'assurance. Moi, mon conseil, c'est au moins essayer dans un premier temps l'auto-assurance, c'est-à-dire organisez-vous, faites appel évidemment à un professionnel. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, bien sûr, mais notre solution n'est pas une solution concurrente de l'assurance crédit. Vous pouvez même être assuré crédit et nous utiliser à l'intérieur du délai de déclaration de sinistre pour justement éviter de déclarer des sinistres et que les primes ne soient réévaluées parce que comme l'assurance auto, habitation, plus vous avez de sinistres et plus vous payez cher vos primes. Mais effectivement, ça existe. Ok, super. Et donc, alors, question de Mathias, la taille et la notoriété d'un client peut-elle justifier l'absence d'action judiciaire pour récupérer une créance? Alors, oui, je comprends la question, mais la réponse est un non absolument clair et catégorique. Je ne vais pas citer de nom, mais peut-être que certains d'entre vous le reconnaîtront. Il y a un très grand groupe français dans le domaine des télécoms, allez, je vais dire le secteur, s'est fait une spécialité de ne payer aucun de ses fournisseurs, sauf à recevoir des assignations en justice.
C'est un groupe connu pour ça, souvent épinglé d'ailleurs dans le fameux dispositif du name and shame, qui se fichent de payer des amendes parce que de toute façon, les gains en trésorerie qu'ils font sur le dos de leurs fournisseurs par cette politique d'achat tout à fait déplorable, et les gains sont largement supérieurs aux risques encourus, y compris d'amende et de condamnation. Donc la réponse est non. La taille de votre client ne doit pas vous empêcher de faire tout ce qui est nécessaire pour vous faire respecter. Au contraire, plus votre client est gros, plus il a les moyens de vous payer à l'heure et moins il faut faiblir. Voilà mon conseil. Il faut pas se laisser faire. Non, il faut se faire respecter. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Mm. C'est vachement important. Alors, il faut le faire avec une certaine méthode. Il faut le faire de manière très ferme, très rigoureuse, même si elle peut rester très commerciale. Mais encore une fois, un vrai client, c'est un client qui vous paye ce qu'il vous doit à l'heure. Un client, fût-il 10 fois votre taille, 50 fois, 100 fois votre taille, s'il ne vous paye pas à l'heure, c'est qu'il ne vous respecte pas. Ce n'est donc pas un vrai client. 100% d'accord. Bon, Mathias, il faut serrer la vis. Ok, alors on a peut-être encore une dernière question de Théo. Question quelque peu utopiste, mais pourquoi la loi LME, qui stipule que les délais de paiement ne doivent excéder 60 jours, est totalement occultée par une grande majorité des entreprises françaises? Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si les délais de paiement étaient, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure dans les chiffres un peu macro, si les délais de paiement étaient respectés, il y aurait 16 milliards de plus dans la trésorerie des entreprises, dont 12 milliards dans celle de nos chers TPE et PME qui représentent plus de 90% du tissu économique français. Alors pourquoi ça n'est pas respecté? Eh bien, pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire, premièrement, vous avez des clients qui prennent la décision de s'asseoir dessus parce que c'est leur stratégie. Je viens de citer un exemple sans le nommer, mais que vous reconnaîtrez sans doute ou que vous irez chercher et que vous trouverez sans trop de difficultés. Soit par négligence, les entreprises ne sont pas toujours très robustes en matière de compta fournisseurs, pas toujours très efficaces. Donc il y a des lenteurs, des inefficacités et même parfois des dysfonctionnements patents dans l'organisation des entreprises. La mauvaise foi, c'est-à-dire la mauvaise foi et les difficultés, une espèce de mélange, c'est-à-dire oui, je pourrais payer à l'heure, mais finalement on me réclame rien, donc j'attends qu'on me relance. Ça, c'est la mauvaise foi. Les difficultés, la bonne foi, mais l'impossibilité, c'est-à-dire j'aimerais bien vous payer à l'heure, monsieur le fournisseur, mais là en ce moment j'ai vraiment des soucis. Et donc, je ne le fais pas. D'ailleurs, je ne vous le dis pas parce que je ne veux pas que vous arrêtiez de m'approvisionner, ce qui sera un problème supplémentaire pour moi. Donc, je manque aussi un peu de transparence. Voilà, la LME, effectivement, si elle était appliquée strictement, ce serait… Bon, elle a énormément amélioré les choses, mais il reste encore un retard moyen de l'ordre de entre 12 et 15 jours actuellement au-dessus de la LME qui pénalise énormément notre économie, c'est sûr. Ok, très clair. Non, mais merci en tout cas, Christophe, pour toutes ces précisions. C'est vraiment intéressant et en effet, c'est vrai que c'est souvent des situations un petit peu complexes où personne, il peut y avoir des situations où personne n'a vraiment tort et tout le monde se protège et ça crée un peu des tensions, mais… Exactement. Mais ce que j'aurais peut-être envie d'ajouter, c'est qu'il faut faire le tri entre les débiteurs qui ne vous payent pas et qui sont de bonne foi, qui veulent vous payer mais qui ont des difficultés. Mais même avec cela, il faut donc prendre un accord de rééchelonnement. Et c'est quelque part un nouveau contrat. Et d'ailleurs, ça doit faire l'objet d'un nouveau contrat. Ça s'appelle un protocole transactionnel ou un accord transactionnel. Et ça va aussi, ce nouveau contrat va aussi protéger votre position future si le compte avec ce client votre compte reste débiteur. Et s'il est de mauvaise foi, là, s'il est de mauvaise foi, quelle que soit sa taille, il faut y aller, il faut faire tout ce qu'il faut, hein, jusqu'au bout, y compris jusqu'à l'assignation au tribunal de commerce compétent. En effet, pas lâcher le morceau. Non, pas lâcher. On ne lâche rien. Ok, très clair. Bon, en tout cas, je vois le temps qui passe. On a dépassé le timing de 45 minutes initialement prévu, mais il y avait beaucoup de questions, donc c'est absolument légitime d'y répondre. Voilà, je vois plus trop de
questions. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, comme envoyé Mélanie, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, pour le recouvrement à vous tourner vers GCE, que ce soit Christophe, Mélanie ou via le site web, si vous avez des interrogations ou des sujets en cours avec le recouvrement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Christophe Avec pour plaisir, merci à vous. l'expertise. C'était très clair et j'espère que ça a pu éclairer tout le monde et vous apporter un maximum de réponses quant à vos interrogations et que vous en sortez grandi. J'espère En tout aussi. cas, merci à tous. On va clôturer ce webinaire et puis à très vite. Et n'hésitez pas, on reste disponible si vous avez des questions. Exactement. Merci à tous, au revoir. À bientôt, au revoir.